Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette édition de 20h. C'est parti pour le sommaire avec ce jeune homme d'une vingtaine d'années tué ce matin lors des manifestations sanglantes à Bignona. Mamadou Korkaba faisait partie des manifestants qui protestaient contre les multiples arrestations contre les militants de PASTEF. La grève du CUSEMS authentique sur toute l'étendue du territoire, un mouvement d'humeur qui s'ajoute à la grève des élèves à Saint-Louis qui exige la libération de leurs camarades arrêtés lors des manifestations. Éléments à suivre dans ce 20h. Macky Sall n'exclut pas de se présenter en 2024. Le chef de l'État, dans un entretien accordé aux médias français de l'Express, soutient qu'il n'a pas encore pris sa décision. Il s'est également prononcé sur l'affaire Ousmane Sonko en soutenant que le leader de PASTEF ne peut pas bloquer Dakar sous prétexte qu'il est convoqué au tribunal. Et puis sur l'international, le journaliste français Olivier Dubois libéré après 2 ans de captivité. Il avait été enlevé au Mali le 8 avril 2021 dans la région de Gao. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Manifestation sanglante ce matin dans les rues de Bignona. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été tué par un objet non encore identifié. Mamadou Korkaba participait à une manifestation de protestation contre les arrestations multiples ainsi que la persécution contre Ousmane Sonko. Un peu plus tôt dans la journée, c'est le siège de l'APR de Ziguinchor qui a été incendié par des manifestants en colère. Certainement, nous y reviendrons tout à l'heure avec notre correspondant sur place à Lamine Ba. Les partisans d'Ousmane Sonko qui demandent la restitution de son passeport pour son évacuation à l'étranger. Le journaliste et chroniqueur judiciaire Daouda Amine révèle un vide juridique concernant le cas du leader de PASTEF parce que le doyen des juges qui l'avait placé sous contrôle judiciaire ne gère plus le dossier transmis à la chambre criminelle, une chambre contestée justement par les avocats de la défense qui ont saisi à la Cour suprême dans ce sens. Alors, qui pourrait lui délivrer ce bon de sortie du territoire national? Élément de réponse avec Daouda Amine au micro de Chérif Dia. Normalement, ça devait être possible, mais actuellement, on est face à un vide juridique parce que Ousmane Sonko a été inculpé, placé sous contrôle judiciaire par le doyen des juges. Le dossier n'est plus entre les mains du doyen des juges parce qu'il a fini son travail et il a renvoyé devant la juridiction de jugement. Et normalement, pour une évacuation sanitaire, il devait y avoir une requête déposée auprès d'un juge. Si le doyen des juges avait encore le dossier, c'est auprès de lui que la requête devait être déposée. Maintenant, il y a eu un renvoi devant la juridiction de jugement, devant la chambre criminelle. Or, Ousmane Sonko et ses avocats ont déjà déposé des recours au niveau de la Cour suprême. La Cour suprême n'a pas encore statué, ce qui fait qu'aujourd'hui même, la chambre criminelle n'a pas encore le dossier Ousmane Sonko et le juge en charge du dossier qui devrait normalement le juger ne peut pas normalement recevoir une requête en fin d'évacuation sanitaire le concernant. Ce qui fait que nous sommes aujourd'hui en face d'un vide juridique. Si aujourd'hui Ousmane Sonko devait déposer une requête auprès de quelle autorité judiciaire il devrait déposer? C'est ça la question qu'on se pose. Et le professeur Mariton Niane prévient le chef de l'État Macky Sall, le peuple souverain va trancher s'il s'entête à se présenter pour un 3e mandat. Le président du mouvement pour la transformation nationale qui faisait sa déclaration de candidature ce matin rejette toute forme de violence et dénonce ce qu'il qualifie d'abus de pouvoir de la part du chef de l'État. Alassane Ba et Alioune Diagne y étaient pour nous. Devant les journalistes et les militants du mouvement pour la transformation nationale, Mariton Niane s'est voulu catégorique. Il estime que l'État doit cesser d'abuser de son pouvoir, mais aussi de violer la Constitution. Nous avons un pouvoir qui interdit des activités ou qui use des lenteurs administratives pour n'autoriser certaines activités qu'au dernier moment, en les faisant échouer. Tout cela n'est pas pour renforcer la démocratie, n'est pas pour renforcer la sérénité, n'est pas fait pour bâtir un peuple uni. MTN rejette toute forme de violence. Mariton Niane et compagnie, convaincus que le président Sall a bouclé ses 2 mandats et ne peut plus se représenter, pensent que le peuple aura toujours le dernier mot. Nous considérons
De la même façon que nous avons fait partir Abdoulaye Wade, de la même façon que le peuple sénégalais a fait partir Abdou Diouf, de cette même façon, il est possible de faire partir Macky Sall et son régime. Parce que nous considérons que Macky Sall a terminé ses mandats. Ce mandat qui se termine le 2 avril 2024, c'est son second et dernier mandat. Mary Teuw Niane se positionne comme le candidat de la vérité, de la dignité, de la connaissance et de l'honneur. Le mouvement pour la transformation nationale, MTN Motna, est cette hirondelle tant attendue, annonciatrice des lueurs d'espoir de transformation nationale dans tous les domaines économiques, sociaux, culturels et des relations internationales au service de notre peuple et de notre pays. Le contrat électoral qu'il compte proposer aux Sénégalais a pour socle l'éducation, la formation professionnelle, la science, la technologie, la santé, la souveraineté agricole sur nos ressources naturelles, entre autres. Puis le chef de l'État, dans un entretien accordé aux médias français, l'Express n'exclut pas de se présenter à l'élection présidentielle 2024, un sujet qui divise, faisant aussi réagir la société civile qui l'invite à ne pas briguer un troisième mandat dans un contexte de violence politique accentué justement par la journée du 16 mars, jour du procès d'Ousmane Sonko. Macky Sall estime que le leader de PASTEF ne peut pas bloquer Dakar sous prétexte qu'il est convoqué au tribunal. L'élément n'est pas encore prêt, certainement, vous le suivrez avant la fin de ce journal. Retour sur ces manifestations sanglantes de ce matin dans les rues de Bignona. Un jeune homme d'une vingtaine d'années tué par un objet non encore identifié. Mamadou Korkaba participait à une manifestation de protestation contre les arrestations multiples ainsi que la persécution contre Ousmane Sonko. Un peu plus tôt dans la journée, c'est le siège de l'APR de Ziguinchor qui a été incendié par des manifestants en colère. Lamine Ba. La journée a été particulièrement agitée dans la région de Ziguinchor avec une perte en vie humaine enregistrée dans les rangs des jeunes manifestants qui ont barré la route pour protester contre les multiples arrestations et la persécution orchestrée sur leur leader, en l'occurrence Ousmane Sonko. Les images du corps sans vie de Mamadou Korka Diallo gisant dans une mare de sang ont vite fait le tour des réseaux sociaux. Pour l'instant, on ignore les causes qui ont conduit à sa mort ni l'identité de l'auteur de cet acte, mais il est constant que la plupart des témoins désignent un projectile dont la provenance n'est pour le moment pas établie. On n'a pas non plus enregistré de version officielle venant des autorités, mais juste préciser qu'une enquête va être ouverte selon nos informations. Un autre jeune grièvement blessé dans les manifestations de Bignona est en soins intensifs dans une structure hospitalière de Ziguinchor. Selon les informations que nous avons recueillies sur place, les jeunes se sont fait disperser par les forces de l'ordre qui tentaient de dégager la route nationale 4 qu'ils ont obstruée pour exiger la libération des détenus et la cessation de toute persécution à l'endroit de leur mentor Ousmane Sonko. Bignona a pris le relais des violences de Ziguinchor un peu plus tôt dans la matinée où des manifestants non identifiés ont mis à sac le siège de l'APR avant d'y mettre le feu. Tout a été calciné sur place. L'inquiétude s'est emparée des populations de la région face aux appels incessants à manifester des militants de PASTEF contre le harcèlement exercé, disent-ils, sur leur leader Ousmane Sonko. Le collectif des gérants de stations d'essence tape des points sur la table. Ces membres qui ont fait face à la presse cet après-midi soutiennent que tout casseur de station pris sera traduit en justice. Compte rendu de leur conférence de presse signée Mamadou Fall et Amadou Ba. Arrêtez de saccager nos stations. Les gérants des stations n'en peuvent plus. Ils haussent le ton pour dire stop. Désormais, tout casseur pris sera traduit en justice pour réparation des préjudices. Ils alertent également sur les risques que ces casses peuvent engendrer. Station, une fois encore, les produits qui sont dans les stations sont inflammables. Heureusement que nous avons d'excellentes installations. N'eût été cela, des défaillances seraient notées. Ils décident de s'organiser en comité de veille pour faire face. Plus jamais, leurs stations ne seront brûlées. Nous avons mis sur pied des comités pour protéger nos biens. Tout casseur sera identifié et traduit en justice. Ces destructions des stations plongent plusieurs familles dans le désarroi et la précarité. Tout le monde
doit se lever. À nos enfants, il ne faut pas détruire nos lieux de commerce, de travail. C'est grâce à ces stations que nous subvenons à nos besoins. Plusieurs familles risquent de se retrouver dans la rue et l'avenir de plusieurs enfants hypothéqués. 500 personnes servent de bouclier aux stations d'essence, au comité qui veille au grain. Vous l'annoncez tout à l'heure, le chef de l'État Macky Sall, dans un entretien accordé aux médias français, l'Express n'exclut pas de se présenter en 2024, un sujet qui divise donc, faisant aussi réagir la société civile qui l'invite à ne pas briguer un troisième mandat dans un contexte de violence politique accentué par la journée mouvementée du 16 mars. Il s'est aussi prononcé sur Ousmane Sonko. Plus de détails avec Mambiram Diouf. À quelques 11 mois de la présidentielle où le Conseil constitutionnel devra examiner les candidatures pour le scrutin du 24 février, le président Macky Sall reste dans l'expectative s'il se représentera ou non. Néanmoins, une chose est sûre, à l'en croire, la Constitution est claire sur le fait qu'elle lui permet de briguer un autre mandat suite à la réforme de 2016. Un peu plus explicite, il soutient dans l'entretien accordé aux médias français, l'Express. Sur le plan juridique, le débat est tranché depuis longtemps. J'ai été élu en 2012 pour un mandat de 7 ans. En 2016, j'ai proposé le passage au quinquennat et suggéré d'appliquer cette réduction à mon mandat en cours. Avant de soumettre ce choix au référendum, nous avons consulté le Conseil constitutionnel et ce dernier a estimé que mon premier mandat était intangible et donc qu'il était hors de portée de la réforme. La question juridique est donc réglée. Maintenant, dois-je me porter candidat pour un troisième mandat ou non? C'est un débat politique. Je l'admets. Justement, investi par ses partisans, sa position ne varie pas, laissant le temps de faire son cours et de dire s'il sera candidat ou non, même si, comme le lui rappelle l'Express, il affirmait en 2019 dans son autobiographie « Le Sénégal au cœur », briguer son deuxième et dernier mandat. Le procès opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang, cause de violence, est revenu dans cet entretien. En réponse à cette instabilité, Macky Sall déclare que dans un état de droit, un leader politique ne peut chercher à se soustraire à la loi en instrumentalisant la rue. Ce qui se passe n'est acceptable dans aucune démocratie. Un individu ne peut pas bloquer la capitale Dakar au seul prétexte qu'il est convoqué au tribunal. Et d'ajouter, si le Sénégal n'était pas une authentique démocratie, croyez-moi, son sort aurait été réglé depuis longtemps. Et que ceux qui s'imaginent pouvoir intimider le pouvoir et bloquer la justice se bercent d'illusions. Chacun devra donc assumer ses responsabilités. Le décès du maire de Fannes.e Amitié est un véritable choc pour ses proches et les habitants de la commune. Les témoignages sont unanimes. Pala Samb était un homme sociable, très accessible et loyal, et aussi un grand talibé de Mame Cheikh Ibra Fall. Au domicile familial, c'est la tristesse et la consternation. Reportage signé Pape Faraning avec des images de Pape Sangoné Baye. Difficile de contenir ses larmes quand Diatou parle de Pala Samb. Cette dame était une proche collaboratrice du défunt qui était un maire plein de qualité. Il me sera très difficile aujourd'hui de parler de Pala Samb. Il fut un ami, un collaborateur, un père pour certains, un sauveur pour d'autres. Pala était un homme exceptionnel. On a perdu et c'est une grosse perte aujourd'hui. Je ne trouverai même pas les mots pour qualifier le maire qu'il était, le papa qu'il était, l'ami qu'il était, le confident qu'il était. On n'avait pas des rapports de patron et employé entre nous et le maire. On passait même par son nom. C'était des blagues, c'était les rires. C'était une famille en fait, comme il le disait. Il disait que moi je ne suis pas votre patron, je suis votre ami. Et c'est comme ça qu'il s'est comporté. Mais la volonté divine s'est accomplie. Ainsi soit-il. Les témoignages sont unanimes. Pala Samb était quelqu'un de très social, accessible et très loyal. C'était une référence, un modèle, discipline correcte, très généreux et très social. Je suis très touché. Pala, il était très proche de sa population. Actuellement, au niveau de la commune de Point Fannes-Amitié, on peut dire que Pala Samb, c'est le seul maire que l'action sociale qu'il mène vers sa population
a été déterminant. Il a recruté tous les jeunes du quartier et a octroyé des bourses aux meilleurs élèves de sa commune. Même pour les femmes enceintes à l'heure de l'accouchement, c'est lui qui les prenait en charge. Un vrai croyant et disciple de Mame Cheikh Ibrahima Fall. C'était un vrai talibé mouride, un disciple de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Même dans son bureau, il avait mis partout du guide des Baye Fall. Il célébrait chaque année le 20e jour du mois de Ramadan qui marque la rencontre entre Mame Cheikh Ibrahima Fall et Serigne Touba. À l'annonce de son décès, son domicile familial a été pris d'assaut par des parents, amis et proches. Pala Samb s'en est allé, laissant un vide et beaucoup d'orphelins. L'ancien maire sera inhumé demain mardi au cimetière musulman de Yoff. Le verdict du procès pour viol présumé impliquant Sitor Ndour sera donné donc le 19 avril prochain. Ce matin ont eu lieu les plaidoiries à la salle 4 du tribunal de grande instance de Dakar. La partie civile réclame 50 millions en guise de réparation. Le procureur de la République, plutôt pour sa part, requiert 10 ans de réclusion criminelle contre l'ancien directeur général du COUD. La défense recuse et réclame l'acquittement purement et simplement. Compte rendu d'audience signé Boubacar Tian de la RFM. Dans leur plaidoirie, les avocats de la partie civile ont soutenu que Sitor Ndour est coupable des faits qui lui sont reprochés. Devant le juge, les avocats de l'accusatrice soutiennent que d'après les faits, le responsable de l'APR a tenté d'étouffer l'affaire et qu'il s'est rendu à la gendarmerie pour dire au commandant que lui, Sitor, était dans de sales draps car il est accusé de viol par sa femme de ménage et que c'était un coup monté contre lui par ses adversaires politiques que, vu sa proximité avec le président Macky Sall, la partie civile pour dénoncer l'attitude de la gendarmerie qui aurait falsifié le procès-verbal et décidé d'écarter d'office dans son enquête des pièces très importantes pour la manifestation de la vérité. Ainsi, la partie civile réclame 50 millions de réparations et laisse le choix de la peine à l'appréciation du juge, une peine que le procureur de la République n'a pas tardé à évoquer. Le ministère public requiert 10 ans de réclusion criminelle contre Sitor Ndour qu'il estime mouillé jusqu'au cou dans cette affaire. Des arguments que la défense démonte pièce par pièce en s'appuyant sur le certificat médical qui, selon elle, blanchit l'ancien DG du Centre des œuvres universitaires de Dakar. Le dit certificat médical délivré par le professeur Maguette Mbaye du Centre secondaire Philippe Maguilène Senghor de Yoff fait état d'absence de lésions hyménales traumatiques, d'absence de sang ou encore de sperme dans les parties intimes de la fille et qu'il n'y aurait pas eu de pénétration, des éléments qui amènent Maître El Hadji Diouf et ses collègues a plaidé pour un acquittement purement et simplement. L'accusé Sitor Ndour, qui était le dernier à prendre la parole, a clamé son innocence. Je ne l'ai pas violé et je n'ai jamais tenté de le faire, a-t-il dit en dirigeant son regard vers son ex-femme de ménage debout à côté de sa mère. La Fédération des syndicats de la santé lance son nouveau plan d'action pour l'année 2023. Il s'agit d'une grève générale de 48 heures les mardis et mercredis prochains pour exiger la matérialisation des accords signés avec le gouvernement le 10 mai dernier. La gestion du fonds commun, la question liée à l'avancement des fonctionnaires sont entre autres points de revendication des syndicalistes et ils ont fait face à la presse cet après-midi. Compte rendu signé Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. Après 4 mois de pause, la Fédération des syndicats de la santé déroule un nouveau plan d'action, une grève générale de 48 heures à partir de ce mardi 21 mars pour entamer son mouvement pour l'année 2023. Le gouvernement fait la sourde oreille. Donc aujourd'hui, comme l'a souligné le camarade tout à l'heure, la Fédération n'a autre choix que de faire face à cette situation et pour cela, nous ne comptons pas cette fois-ci, en tout cas, leur donner de répit jusqu'à la satisfaction totale de nos revendications. Mais la nouveauté aujourd'hui est qu'on va boycotter toutes les activités de supervision, que ce soit au niveau des postes de santé, qu'au niveau des centres de santé ou de l'ensemble des structures, que ce soit hospitalières ou autres. Sur la gestion du fonds commun, les barèmes de paiement des heures supplémentaires, la F2S réclame justice. Il y a de cela une semaine, nous avons déjà finalisé les termes de référence des travaux de commission en ce qui concerne les différents points
de revendications qui concernent en tout cas les secteurs de la santé et de l'action sociale. On peut citer entre autres les problèmes liés à la gouvernance de nos secteurs, les problèmes liés à la gestion des ressources humaines, les problèmes liés à l'action sociale, le financement aussi au niveau du ministère de la Santé. Mais cependant, le préalable pour nous, c'est l'alignement et la généralisation et l'inscription dans les bulletins de salaire des travailleurs des établissements publics de santé des accords qui avaient été signés par le gouvernement. Malgré l'inscription de ces 8 milliards, la direction des établissements publics de santé et les agents du ministère des Finances ont essayé de faire des tris, et en tout cas en essayant d'enlever la grande majorité du personnel. C'est ce qui a fait que sur les 8 milliards, il n'y a que 1,9 milliard qui ont été utilisés. La Fédération des syndicats de la santé apporte son soutien aux travailleurs de l'hôpital Aristide Le Dantec et demande la libération de leur camarade Abdoulaye John, emprisonné injustement selon ses pairs. Le QCEMS authentique a entamé également une grève sur toute l'étendue du territoire national. À Saint-Louis, pas de cours au moment où les élèves sont également en grève illimitée pour exiger la libération de leurs camarades arrêtés lors des manifestations. Les enseignants, de leur côté, saluent cette décision du QCEMS authentique et avertissent l'État qui, selon eux, est sur un terrain glissant. Un élément que vous avez suivi dans le journal en Wolof avec Mamadou Mohamed Ndiaye. La Caisse de sécurité sociale, l'institution de prévoyance retraite du Sénégal, met en place un système d'information. Objectif, réduire les délais de traitement des dossiers d'adhésion des employeurs par la mise en œuvre d'un portail commun accessible, d'optimiser donc les procédures de facturation, d'encaissement et de recouvrement. Cette initiative contribue donc à la bonne prise en charge des missions des deux institutions, donc IPRES et CSS, suivant ce compte-rendu signé Cheikh Diop et Diafaraba. Des discussions pour une meilleure prise en charge des retraités. La Caisse de sécurité sociale et l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal met dans la main. Pour les structures que nous sommes, n'est-ce pas, qui sont intéressées pour toutes les questions liées à la sécurité sociale, que nous puissions offrir et délivrer un service de qualité aux usagers, faciliter l'exploitation, mais aussi créer les conditions dynamiques et enrichissantes, n'est-ce pas, d'une exploitation de la relation Caisse de sécurité sociale, IPRES et employeurs. Et au-delà de cela, il y a cette nécessité également de créer de la valeur, parce qu'aujourd'hui, tous les doublons, n'est-ce pas, sont neutralisés. Tout se fait en eux, n'est-ce pas, aussi bien au niveau de l'IPRES qu'au niveau de la Caisse de sécurité sociale. Et là, c'est une économie importante qui est générée, n'est-ce pas, pour permettre de créer les conditions, n'est-ce pas, d'un développement, n'est-ce pas, de tout ce qui est économie numérique, mais surtout exploitation dans le cadre du système d'information, de l'harmonisation, mais surtout de modernisation. Le sourire des retraités passe par un nouveau système d'information. L'objectif est de venir à bout des difficultés rencontrées par les retraités pour percevoir leur pension. Le directeur de la Caisse de sécurité sociale apporte des éclaircissements. C'est pas facile de quitter un espace d'exploitation vers un autre. C'est comme si vous dites c'est traverser un pont. En réalité, dans le langage courant, on parle de ce qu'on appelle un bridge. Alors quand on fait le bridge entre un ancien système et un nouveau système, il y a toujours quelques zones de turbulence. Mais moi, je ne parle pas de difficultés. Alors si les difficultés il y en avait, mais on vous aurait dit c'est des difficultés systémiques. Mais là, ce n'est pas des difficultés systémiques, c'est juste des turbulences opérationnelles. L'IPRES et la Caisse de sécurité sociale annoncent des innovations. C'est pour contribuer à la bonne prise en charge des missions qui leur ont été déléguées par les pouvoirs publics. Direction d'Ara, où 82 femmes ont été capacitées en entrepreneuriat et gestion des finances personnelles. L'objectif donc est de les outiller pour qu'elles puissent utiliser convenablement leurs ressources financières dans un contexte de célébration du mois de la femme. L'atelier a été organisé par les membres du mouvement citoyen national. Mamadou Moustapha Ndiaye. À Dara Djolof, 82 femmes ont reçu une formation en entrepreneuriat et gestion des finances personnelles. L'objectif est d'outiller les femmes afin qu'elles puissent utiliser à bon escient leurs ressources financières. On a échangé sur surtout l'entrepreneuriat,
sur les risques en fait, sur les opportunités de l'entrepreneuriat, sur les risques de l'entrepreneuriat, sur aussi la gestion des finances personnelles, notamment sur l'importance de la gestion des finances personnelles, l'importance des garanties et des nouveaux types de produits financiers tels que les assurances, les fonds communs de placement, les actions, les obligations. Tous ces produits-là peuvent leur permettre aujourd'hui à booster en fait leur business. Participantes et autorités ont apprécié à sa juste valeur cette formation qui, selon elles, est venue à point nommé. ci transformation produits locaux lu mel ne ay cere ay caagri ak ay sirop ak ay fruits et légumes yo loolu tey moo waral tey sunu teewaay fii ñi defal ñu entrepreneuriat ak gestion su ko defee ñu mën a taxawal sunu entreprise bopp. Nous allons avec les femmes éviter le gaspillage, vraiment préparer ces femmes-là à être davantage responsables pour une meilleure éducation financière afin vraiment de favoriser l'autonomie et l'entrepreneuriat féminin. De l'avis de cette récipiendaire, former c'est bien mais financer est encore mieux. Comme jox nañu xam-xam bi nga xam ne dooleekoo nañ ko bu baax a baax ñu jàppale ñu ci côté financement accompagner ñu. Une doléance qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Le mouvement citoyen national Je Participe, qui a lancé officiellement ses activités à Daara Djolof, compte accompagner les GPF par des financements pour leur autonomisation. La journée internationale du conte, les élèves invités pour écouter des conteurs, une journée pour aussi donner la chance à des écoliers d'interpréter des contes sous forme de pièces théâtrales. Artistes, comédiens, tous plaident plutôt pour une introduction du conte oral dans les programmes scolaires. Les festivités de la journée internationale du conte ont eu lieu donc au centre culturel Blaise Senghor. Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy y étaient pour nous. Sur ces images, la mise en scène d'un conte joué par des collégiens. C'est de leur faire découvrir des conteurs professionnels pour qu'ils comprennent la beauté qu'il y a dans la maîtrise de l'oralité. Une fois qu'ils l'auront, ça développera le goût. Et c'est heureux aujourd'hui que le lycée Kennedy ait amené un conte dit par les élèves. Donc ça, c'est ça l'objectif. Et aussi d'amener les autorités et le public à se dire le conte n'est pas mort. Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il revienne dans les maisons? Pour la célébration de la Journée internationale du conte, le centre Blaise Senghor de Dakar a abrité les festivités. Le conte interprété sous différentes formes. Voilà, je voulais seulement véhiculer le message que il y a des femmes braves ici au Sénégal, il y a des femmes qui peuvent gérer leur ménage ici au Sénégal, donc il faut qu'on respecte aussi les femmes. Ici, une autre artiste, Yacine Ndiaye, vient de Thiès. Elle use de la musique pour véhiculer des messages sous forme de contes. Avant, les grands-parents faisaient des contes pour parler aux enfants, pour parler à la famille. Donc on est en train juste de véhiculer notre message en fait. Le conte oral, un moyen de régulation sociale, son introduction dans les programmes scolaires, une autre stratégie pour former les jeunes aux bonnes manières. Le conte écrit est déjà sur place, c'est facile. Maintenant, il faut former les enseignants à dire un conte et qu'ils eux-mêmes fassent des ateliers. Nous, on fait le tour des écoles, on fait des formations, mais cela ne suffit pas. Il faut que dans les écoles de formation des enseignants, le conte oral soit là-bas. Conte, un moyen qui rappelle nos valeurs, mais également nos traditions ancestrales. Sport à présent avec la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023. L'équipe nationale du Sénégal a effectué sa première séance d'entraînement aujourd'hui. Une quinzaine de Lions ont été présents en attendant l'arrivée des autres dans la soirée. Parmi les Lions, déjà dans la tanière, Chertiyan Sidibé qui remplace Ismaël Jacob, forfait sur blessure. La préparation des Lions continue donc jusqu'au jeudi 23 mars prochain, veille de la rencontre face au Mozambique au stade Maître Abdoulaye Wade. Viet Vodao, le club du lycée des Parcelles Assainies, vainqueur de la journée dédiée à la femme par le CNG de Viet Vodao, une deuxième édition qui a regroupé près de 10 clubs. Compte rendu signé Chersadi Boudiara et Ahmadou Ba. Fêter la femme à travers une compétition qui leur est totalement réservée. Une trouvaille du comité national de gestion du Viet Vodao qui a réuni cette année une cinquantaine de pratiquantes issus de 10 clubs. Nous avions eu plus d'une cinquantaine de participants aujourd'hui et plus d'une dizaine de clubs
pour aujourd'hui. Certains ne sont pas pu se déplacer parce qu'avec les événements qui se sont passés, dans les régions, il y a certains qui n'ont pas pu venir quand même. Vous avez constaté vous-même que les filles se sont bien comportées et le niveau était vraiment au top. Prolongement, c'est préparer aussi le championnat du Sénégal qui est là, qui est en vue. Et d'autres compétitions aussi. Il y a le festival du Vieux de Vodao qui est en vue aussi. Et plein d'autres chantiers quand même. Promouvoir le talent au féminin, une ambition qui ravit la marraine. C'est vraiment une fierté pour moi d'avoir assisté à cette compétition aujourd'hui parce qu'on sent que les femmes sont décidées. Elles sont décidées à porter le flambeau. Elles sont décidées à réaliser les tâches qu'on leur confie. Elles sont décidées à faire la promotion de la femme à travers la pratique du sport. Le CNOS est toujours là pour accompagner la promotion des femmes à travers le sport. Dans sa salle, le Budo Club du lycée des Parcelles Assainies est sorti vainqueur de la deuxième édition de la compétition exclusivement réservée aux femmes. Une journée désormais inscrite dans l'agenda du Vieux de Vodao au Sénégal. Puis avant de boucler cette édition, retenez que le journaliste français Olivier Dubois a été libéré après quasiment 2 ans de captivité. Il avait été enlevé au Mali le 8 avril 2021 dans la région de Gao par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, filiale au Sahel, Al-Qaïda. Il est arrivé donc libre lundi 20 mars à l'aéroport de Niamey. Je me sens fatigué mais je vais bien, a-t-il déclaré à sa descente d'avion. Olivier Dubois travaillait notamment pour Libération, Le Point, Jeune Afrique. Il était le seul otage français recensé dans le monde, non retenu par un État depuis la libération en octobre 2020 de Sophie Petronin, également enlevée au Mali. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média. Dans un instant, la deuxième partie de Soir d'Info avec Binta Diallo.